Il est 7h à Paris, 8h à Chypre. Bonjour Florent. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi, Florent. Et à la une, ce matin, l'inquiétude aux 4 coins du globe face au nouveau variant Omicron. L'Allemagne interdit l'accès au commerce non essentiel aux non-vaccinés. En France, un nouveau conseil de défense sanitaire est lui prévu pour lundi. Emmanuel Macron entame sa tournée dans le Golfe. Première étape, les Émirats arabes unis. Le président français espère vendre des dizaines de Rafales. Un contrat est sans doute prévu pour aujourd'hui. Et puis le pape François est à Chypre. L'occasion pour le souverain pontife d'appeler à l'unité alors que l'Europe connaît un nouvel afflux migratoire. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Alexia Kefalas. Voilà pour les titres. Merci Florent. À suivre dans les 3 heures d'infos à venir, vos rendez-vous. Il y aura l'info écho avec Christophe Dansette, le décryptage de Karim Yahiaoui. À 8h15, nous recevrons Lies Loufoque, ancien enfant placé. Il se bat au quotidien pour faire évoluer le système de la protection de l'enfance, trop souvent dépassé car obsolète. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, France 24 se mobilise. Vous découvrirez à 7h20 le portrait de Nalutando Makalima, cette Sud-Africaine et parasurfeuse. Elle est arrivée 2e aux championnats mondiaux de parasurf l'an dernier. Portrait à découvrir donc dans une vingtaine de minutes. Tout de suite, c'est le journal de Florent Rodeau. Bonjour à toutes et tous, on débute ce journal en France où l'inquiétude grandit après la découverte de 8 cas du variant Omicron, chiffre de Santé publique France. En 24 heures, le pays enregistre 48 000 nouvelles contaminations. C'est du jamais vu, bien sûr, depuis des mois. Un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu lundi pour, je cite, savoir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires. Le gouvernement veut éviter à tout prix une saturation des hôpitaux. On va écouter tout de suite le ministre de la Santé, Olivier Véran. Nous ne laisserons évidemment pas la pression monter dans les hôpitaux. En tout cas, nous ne laisserons pas la pression monter trop pour pouvoir préserver nos hôpitaux. Le Premier ministre vient de rappeler l'objectif majeur pour ne pas se poser la question des jauges, des couvre-feux, des fermetures anticipées. Si on ne veut pas se poser cette question, on se vaccine, on prend soin de soi, on respecte les gestes barrières. Une nouvelle manifestation est d'ailleurs prévue pour la défense de l'hôpital public, mise à mal, vous le savez, ces dernières années en France. Cette manifestation est prévue ce samedi à Paris, la capitale. Et ça y est, l'Allemagne est passée à la vitesse supérieure, Florent. Oui, désormais, les non-vaccinés n'ont plus accès au commerce non essentiel, au restaurant ou encore au musée. Le Parlement va lui étudier un projet de loi sur l'obligation vaccinale à Berlin. La correspondance est signée Anne Maillet. Une obligation vaccinale pour tous, donc, qui pourrait entrer en vigueur dès février 2022. C'est en tout cas ce que souhaite le futur gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz, qui doit prendre ses fonctions la semaine prochaine. Vous savez, cette 4e vague de Covid en Allemagne touche majoritairement les non-vaccinés qui restent nombreux dans le pays. Seuls 68,7% de la population est doublement vaccinée, 80% des adultes donc. Et les non-vaccinés qui sont susceptibles de faire des formes plus graves de Covid sont actuellement surreprésentés dans les unités de soins intensifs. Certains hôpitaux dans le sud et dans l'est du pays arrivent d'ailleurs à saturation. Quelques 80 malades ont déjà dû être transférés vers d'autres régions avec l'aide de l'armée. Alors évidemment, cette obligation vaccinale contre le Covid devra encore faire l'objet de débats au Parlement à Berlin, mais la plupart des formations politiques y sont désormais favorables en Allemagne et les sondages effectués ces derniers jours auprès des Allemands montrent qu'environ 2/3 de la population soutient également une vaccination obligatoire contre le Covid. Direction à présent l'Afrique du Sud, premier pays, vous le savez, à avoir détecté Omicron. Le pays a décidé d'accélérer le rythme de sa campagne vaccinale. Sur place, il faut dire que les cas explosent et les scientifiques sont tout sauf optimistes. Julien Cheida. C'est une course contre la montre qui se joue en Afrique du Sud. 11 000 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées jeudi, contre 2 000 une semaine auparavant. La faute, selon les médecins, au nouveau variant Omicron, jugé plus contagieux que ses prédécesseurs. Les cas se concentrent surtout dans la province très peuplée du Gauteng, où se trouvent les 2 plus grandes villes du pays.
We are worried about the rapid rise in these numbers, and we want to deal with it. So we are repurposing the beds. We are preparing the health system. We're going back to the things we have done. C'est à Johannesburg qu'a été détecté pour la première fois le nouveau variant. Il est désormais présent dans 9 régions du pays. Vacciner en masse est donc la priorité absolue. Jusqu'à présent, sur les 60 millions d'habitants que compte le pays, environ un quart seulement sont totalement vaccinés. Which is very encouraging. I think that was due to the anxiety over the new variant. But I think the public have listened to the president. À cause de l'apparition du variant Omicron, toute la région de l'Afrique australe est en partie coupée du monde suite aux fermetures des frontières ordonnées par plusieurs pays occidentaux. Une mesure jugée totalement inefficace par les scientifiques. La crise aux Antilles, elle se poursuit après la visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. C'était en début de semaine. Sur place, les violences ne cessent pas. Dernier exemple en date, ce gendarme blessé à Saint-Martin. Le gouvernement a décidé dans la foulée de prolonger le couvre-feu en Guadeloupe et en Martinique. On va parler à présent de cette entrevue hier entre Anthony Blinken et Sergueï Lavrov. Oui, une réunion russo-américaine à propos des tensions grandissantes entre Moscou et Kiev dans l'est de l'Ukraine. Si les discussions diplomatiques se poursuivent, sur le terrain, l'arrivée massive de troupes russes à la frontière ukrainienne fait bien sûr craindre le pire. Théa Bazdarevitch. Pour le moment, ils se serrent toujours la main. Anthony Blinken et Sergueï Lavrov esquissent même un sourire timide. Mais rien dans la suite de leur échange n'est cordial. Très vite, le secrétaire d'État américain recadre son homologue russe vis-à-vis de l'Ukraine. Nous sommes profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine. Si la Russie décide de poursuivre la confrontation, alors il y aura de graves conséquences. Un avertissement sans équivoque alors que sur le terrain, Moscou multiplierait les provocations le long de sa frontière avec l'Ukraine. Selon Kiev, près de 100 000 soldats russes sont désormais déployés ici, avec chars d'assaut et artillerie lourde. Une activité suspecte dénoncée depuis des semaines par les Occidentaux qui redoutent une invasion imminente. Simple exercice militaire, rétorque le Kremlin. Une réponse aussi à la présence de l'OTAN à ses frontières. Les infrastructures de l'Alliance Atlantique se rapprochent de manière irresponsable des frontières russes. Le scénario cauchemardesque d'une confrontation militaire est de retour. Mais pour Washington, c'est à la Russie de prendre des mesures de désescalade. Moscou, de son côté, demande des garanties sécuritaires. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Régulièrement, des épisodes de tension comme celui-ci éclatent. Le chef de la diplomatie américaine n'exclut pas la possibilité d'un contact direct entre Joe Biden et Vladimir Poutine dans les prochains jours. La tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe, elle débute ce vendredi. Avant le Qatar et l'Arabie Saoudite, courte escale aujourd'hui à Dubaï, hôte de l'exposition universelle. Les Émirats Arabes Unis qui fêtaient d'ailleurs hier leur 50e anniversaire. Le président de la République française devrait signer plusieurs contrats juteux, parmi eux une éventuelle vente record d'avions Rafale. Une visite qui illustre bien la volonté de Paris de conserver des alliés fiables dans la région. Wassim Alamar est sur place pour France 24. Les 3 pays visités par le président français sont des partenaires clés de la France dans la région, même s'ils sont des fois des alliés embarrassants de fait des situations de droits de l'homme dans ces pays. La tournée du président français qui commence ici à Dubaï se poursuit avec une visite rapide au Qatar. Et au Qatar, ça va être notamment en fait le sujet de lutte contre le terrorisme, contre le financement des mouvements radicaux qui sera à l'ordre du jour, avec bien sûr les questions régionales, mais aussi les relations entre la France et le Qatar. Comme vous venez de dire, la France compte jouer un rôle dans cette région et éventuellement profiter d'une fenêtre de tir avec le froid dans les relations entre l'administration américaine et certains pays de la région, notamment l'Arabie Saoudite.
La suite à présent de la visite du pape François, il est à Chypre. Oui, c'est une île symbole de la crise migratoire que traverse actuellement l'Europe. Le souverain pontife sur place a appelé à l'unité dans un plaidoyer pour une Méditerranée plus fraternelle, signe de son engagement. Selon le président chypriote, François a dit vouloir amener 50 migrants résidant sur l'île en Italie, chez lui. On retrouve sur place Alexia Kefalas. Bonjour Alexia, le pape François l'a dit et répété, les divisions doivent cesser. C'est selon lui le sort des migrants qui est en jeu. Oui, effectivement, mais il y a plusieurs sortes de divisions. Sur 3 points, division parce que c'est une île qui est divisée depuis 1974. Il faut savoir que Chypre appartient à l'Union européenne, mais son quart nord est occupé par l'armée turque depuis maintenant 43 ans. Et effectivement, ça fait partie des points qui sont douloureux pour le pape François. Il faut appeler à l'unité, notamment depuis que la Turquie gronde et ne veut pas de réunification après tant d'années de négociations et veut 2 États. Donc ça fait partie des points de division qui sont douloureux. Division aussi parce que du coup, ce quart nord devient un point de passage pour des milliers d'exilés. Il faut savoir que Chypre, par rapport au per capita, ce qu'on appelle donc par rapport au nombre d'habitants, est le pays européen qui reçoit le plus de réfugiés à l'heure actuelle, de demandeurs d'asile qui passent donc par cette frontière avec cette Turquie, ce quart nord occupé par l'armée turque. Donc c'est vrai que c'est difficile. 38% d'augmentation pour les 10 premiers mois de 2021 par rapport à toute l'année 2020. Donc c'est dire l'augmentation et c'est dire aussi la gestion de la situation, une gestion que le pape François voudrait bien plus humaine. Et c'est pour ça qu'il y a un appel à l'Union européenne, non seulement fait par François, mais aussi par Nikos Anastasiadis, le président chypriote, qui voudrait partager ce fardeau des demandeurs d'asile. Toutes les demandes d'asile ne peuvent pas être traitées en même temps et c'est la raison pour laquelle cette mise en lumière par l'arrivée du pape François est très importante. C'est un pape américain, mais qui est particulièrement attaché à l'Europe. C'est la 8e visite du pape dans la région. C'est la première, certes, à Chypre, mais c'est pour ça que c'est une plateforme, c'est un carrefour entre l'Orient et l'Occident pour transmettre des messages. Alors effectivement, le pape François va repartir avec 50 migrants, comme il l'avait fait en 2016 lors de sa visite à Lesbos, sur l'île grecque de Lesbos, où il était reparti avec 12 personnes de Syrie qui travaillent maintenant en Italie. Là, ça va être la même chose avec notamment des Camerounais, des Afghans qui sont à Chypre et ce sont des familles qui vont partir plus tard donc vers l'Italie à la demande du pape. Mais c'est aussi une plateforme Chypre internationale pour aussi faire l'appel à la solidarité aussi avec le Liban qui est juste à côté de Chypre, où le pape aimerait se rendre, où la situation est fragile. Et c'est pour ça qu'il profite de cette visite pour justement transmettre un appel à plus de solidarité, à plus de dialogue, à plus d'humanité. Et en ces temps assez difficiles, ce sont des messages qui sont particulièrement bien accueillis, non seulement à Chypre, mais dans tout le reste de la région. Alexia Kefalas en direct de Chypre pour France 24. Merci beaucoup Alexia pour ces toutes dernières précisions. Et ça y est, ça va arriver la semaine prochaine. Angela Merkel va faire ses adieux à la vie politique. Oui, après 16 ans aux commandes de l'Allemagne, la chancelière va donc passer la main à Olaf Scholz. Hier, elle a dit au revoir aux forces armées, une cérémonie militaire de départ marquée, vous allez le voir, par un rare clin d'œil à sa jeunesse à l'Est. Cela s'est fait en chanson, musique choisie du punk Amin Baba Issa. La fanfare de la Bundeswehr, interprétant un tube de la diva punk Nina Hagen. Voilà la bande-son choisie par Angela Merkel pour faire ses adieux aux forces armées allemandes. Visiblement émue, la chancelière expliquait un peu plus tôt ce jeudi ce choix surprenant. La chanson a été un moment fort de ma jeunesse. Elle vient également d'Allemagne de l'Est et par coïncidence, elle est toujours jouée dans une région qui était ma circonscription, donc tout colle. Dans ce tube des années 70, Du hast den Farbfilm vergessen, l'interprète reproche à son amant d'avoir oublié la pellicule couleur pour les photos de vacances. Des vacances qui sont peut-être dans un coin de tête d'Angela Merkel. Les 16 années passées en tant que chancelière fédérale ont été riches en événements et souvent très éprouvantes. Elles ont été exigeantes sur le plan politique et humain, mais en même temps, elles m'ont toujours comblée. Des adieux étonnants, empreints de nostalgie,
Dans quelques jours, l'Allemagne tournera la page des années Merkel. Le social-démocrate Olaf Scholz prendra le relais à la mi-décembre. La politique, ici en France, ils peuvent toujours espérer représenter leur camp lors de la prochaine présidentielle. Valérie Pécresse et Éric Ciotti se sont qualifiés d'une courte tête pour le second tour de la primaire des Républicains. Ils récoltent un peu plus de 25% des voix. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche parce que car Michel Barnier est 3e, Xavier Bertrand 4e et ils sont tous les deux entre 22 et 24%. Philippe Juvin est lui loin derrière. Les 3 candidats battus, sachez-le, ont tous apporté leur soutien à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Nouveau vote à partir de ce vendredi matin 8h jusqu'à samedi midi. Fin du suspense donc demain. Il est 7h15 à Paris, on fait un point, Florent, sur les points qui dominent l'actualité de ce vendredi. Et à la une, ce matin, l'inquiétude aux 4 coins du globe face au nouveau variant Omicron et notamment en Europe. L'Allemagne interdit l'accès au commerce non essentiel aux personnes non vaccinées. En France, un nouveau conseil de défense sanitaire est lui prévu pour ce lundi. Emmanuel Macron entame sa tournée dans le Golfe. Première étape, les Émirats Arabes Unis. Le président français espère vendre des dizaines de Rafales. Et puis le pape François est à Chypre, on en parlait. L'occasion pour le souverain pontife d'appeler à l'unité alors que l'Europe, vous le savez, connaît un nouvel afflux migratoire. Florent, on vous retrouve dans 15 minutes pour un